Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. Dans le rendez-vous de ce jour, on parle du secteur industriel reconnu comme apportant de la valeur ajoutée à l'économie. Malheureusement, depuis quelques années maintenant au Bénin, la contribution du secteur industriel au PIB évolue en dents de scie. Mais alors, de l'extension de l'outil industriel aux contraintes liées à la disponibilité, à la qualité, voire au coût des facteurs de production, ainsi qu'à l'environnement des affaires, que faire pour dynamiser l'économie nationale en prenant appui sur le secteur industriel? Notre invité nous donnera ici quelques détails à ce sujet. Mais avant, vous le savez, depuis le 9 janvier dernier, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a démarré au Cameroun. 24 nations s'affrontant pour gagner le titre de champion d'Afrique. Entre rencontres riches en émotions et matchs parfois décevants avec des favoris qui se retrouvent en grande difficulté et des outsiders très inspirés et en jambes. Que peut-on retenir de cette CAN, notamment après les phases de poule? Deux confrères sportifs sont avec moi sur ce plateau pour en parler. Voilà de quoi sera fait notre émission de ce dimanche. Vous le savez, on va d'abord à la rédaction pour le mini-journal. Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine. Bienvenue à tous dans ce mini-journal. 10 janvier et après, cette thématique réunit chaque année, et ce depuis 3 ans, chercheurs et acteurs du monde culturel et cultuel du Bénin. Et d'ailleurs, cette année encore, l'université d'Abomey-Calavi a ouvert ses portes aux scientifiques internationaux. Thème retenu, le vaudou dans un monde en mutation, de tension cartésienne à la rationalité mantique. De quoi retourne cette thématique? Rodrigue Babagüeto et Wenceslas Arouan-Imon ont assisté à la conférence inaugurale. Je vous invite à suivre le reportage. Le vaudou, les religions endogènes de façon générale n'ont jamais eu de droit de jour de commémoration, comme vous le savez, jusqu'en 1993. Il n'y en a pas eu. Et aucun autre pays dans le monde ne célèbre ses religions traditionnelles à une date précise, à part le Bénin. 10 janvier, les gens font quelques tam-tams. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le vaudou. 10 janvier et après. Pour donner une explication véritable du vaudou, une génération de penseurs-chercheurs explore ce champ de connaissances situé entre le visible et l'invisible, avec pour objectif d'unir l'enseignement supérieur à la pensée du vaudou. On a voilé pendant longtemps l'image du vaudou par la colonisation et nous avons le devoir de restituer la vérité. Ce n'est pas venir faire du fétichisme ou bien du non, mais nous allons exploiter tout ce que nous avons comme recette dans le couvent. Ici, têtes couronnées, acteurs du monde universitaire et étudiants sont réunis pour 3 jours dans le but de mener des réflexions sur la rationalité mantique du vaudou. Pour nous, il faut sortir de l'impuissance intellectuelle d'abord. Et c'est ça le vaudou que nous avons pris comme, si vous voulez, le paradigme. Le paradigme par excellence pour sécréter une vision. C'est ça le sens de la rationalité mantique parce que, en fait, en termes de raisonnement, vous voyez, il y a eu une architecturation de l'environnement par les vaudous. Les traditions pour eux de trouver des solutions aux problèmes d'une société. À la fin, les conclusions sont unanimes. Le vaudou doit se mettre au pas des transformations. Comme l'a dit Héraclite d'Éphèse, rien n'est statique, tout est dynamique. Donc il faudra suivre cette dynamique-là en réadaptant chaque fois la réalité vaudou. Que la culture vaudou accompagne toujours cette mutation. Parce que sans ça, on ne peut pas être nous-mêmes. Notre identité culturelle est là. Après le
colloque, il y aura les actes de colloque. Ça veut dire que nous allons consigner tout ceci dans un document exploitable. Et ça va relancer maintenant la recherche dans plusieurs domaines concernant le vaudou, chacun dans son secteur. Le vaudou part donc pour avoir de meilleurs jours au Bénin, avec pour socle l'enseignement supérieur. Eh bien, qui parle de vaudou, on parle du patrimoine culturel africain. Autrefois symbole d'appartenance à une tribu, les cicatrices raciales ont représenté à travers l'histoire un tissu capital de la culture noire africaine. Aujourd'hui, la pratique disparaît peu à peu des habitudes. Bon nombre de jeunes n'en portent plus. Et chez certaines personnes âgées, elles se confondent aux rides des paupières. Pourtant, les cicatrices raciales sont une carte d'identité. Suivez ce reportage. Justin Nata est cadre de l'administration béninoise. Natif de l'aire culturelle Otamari dans le nord Bénin, il arbore fièrement ses cicatrices en forme de scarification et qui balaient tout son visage. Chez les Betamaribé, les cicatrices s'appliquaient sur le visage entre 2 ans et 3 ans. Ces traits dessinés sur le visage de l'individu et propres à chaque communauté renseignent à première vue sur ses origines. Les cicatrices raciales, encore appelées scarifications ethniques, sont des marques permettant d'identifier les membres d'un clan, la croyance en une divinité. Elles sont aussi quelquefois symboles du franchissement d'une étape de la vie sociale. C'est des incisions qu'on peut faire sur le visage, sur le corps. Et là, ça se pratique à l'aide des pierres, les tessons de bouteilles. On peut utiliser aussi un couteau pour le faire. On ne le fait pas simplement. C'est par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc c'est un signe identitaire. Et selon l'horizontalité ou la verticalité de ces cicatrices, cela permet de dire il est de tel clan ou de tel autre clan. Vous voyez, certaines collectivités ou certains groupes socioculturels s'arrangent avec les divinités pour ne pas faire ces cicatrices-là. D'autres ne le font plus du tout parce qu'ils veulent être collés à la modernité. Voilà qui pose le problème actuel de la disparition progressive de la pratique des cicatrices ethniques qui, quoique présentant des avantages, exposent également à certains risques. Les avantages, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui porte cette cicatrice alors que quelqu'un qui portait cette cicatrice vous a fait du bien, en signe de reconnaissance, vous allez bien accueillir cette personne-là. Mais si malheureusement, c'est que quelqu'un qui porte une cicatrice pareille, vous avez fait le mal et que vous rencontrez quelqu'un qui en porte, vous voyez, l'esprit de vengeance, vous voyez, moi par exemple, quand je passe, on m'identifie aussitôt. On dit, ben, vous êtes de la Takora. Ensuite, quand vous allez à la pratique, il se pourrait que des maladies soient transmises pendant qu'on est en train de scarifier les enfants qui vont porter ces cicatrices-là, ou les personnes. Parce qu'en général, c'est un seul couteau qu'on utilise. Au vu des multiples inconvénients des cicatrices raciales précédemment relevées, il n'est plus forcément nécessaire de conserver la pratique, estime Justin Nata. Les cicatrices raciales constituent un patrimoine essentiel de plusieurs tribus africaines tant elles sont pleines de signification. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier la modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral? Une belle interrogation. Changeons de registre, on s'intéresse à présent aux légumineuses. Souvent oubliées de nos menus, les légumineuses, encore appelées légumes secs, figurent parmi les aliments de santé à privilégier. Les légumineuses fournissent une énergie de qualité et limitent les fringales. La principale caractéristique nutritionnelle des légumes secs est leur richesse en glucides. Suivez ce reportage pour plus de compréhension. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand des légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon.
tout ce qui pousse dans une coque on égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant d'une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Voilà, ce sera tout pour ce mini-journal. Wikeko se poursuit, vous le savez bien, avec Ulvaïs Balogun. D'une rubrique à une autre, c'est à présent le tour de la revue de presse économique. C'est une présentation de Patrick Adiagodjou. Le gouvernement de Patrice Talon rembourse à fin septembre 2021 une partie de la dette publique du Bénin. La nation placade l'information en manchette et écrit « Dette publique du Bénin, 706,48 milliards de francs CFA remboursés ». Le pays honore ainsi ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, quoique le taux d'endettement public demeure à 49% du produit intérieur brut. Pour l'année 2022, l'État a prévu dans la nouvelle loi de finances de rembourser une partie de sa dette aux partenaires au développement et aux opérateurs économiques à hauteur de 513,448 milliards de francs CFA. La presse du jour nous apprend à la une de sa parution du 17 janvier 2022 que le nouveau Code général des impôts apporte un large avantage aux industries locales. Les produits locaux sont exonérés de toute taxe et l'impôt a été réajusté pour les produits en importation. Le riz produit au Bénin est désormais exonéré pour encourager la production locale. Par contre, une taxe de 5% a été instaurée sur les GSM. À Glodigué, à moins de 40 km de Cotonou, une nouvelle ville se met en place. La zone économique industrielle se métamorphose de l'intérieur. Le journal du service public nous informe que les opérateurs économiques locaux font déjà la découverte de l'une des grandes attractions industrielles de la sous-région. C'est dans la même dynamique que la nation invite les investisseurs nationaux à vite se positionner. Pêle-mêle, contrôle parlementaire de la gestion du CNCB exercice 2020, 18 milliards de francs CFA de scandales financiers révélés, nous apprend La Nation. Le même journal nous informe que le rapport de la mission de contrôle parlementaire
est déjà transmis au liquidateur. Dénonciation des faits de corruption, la présidence se dote d'une cellule d'analyse et de traitement écrit Bénin Intelligent. Le journal de Sénakondossou parle aussi de la dissolution du Conseil national du dialogue social et de ses démembrements. En faisant de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, le gouvernement acte la création de la cellule d'analyse et de traitement pour recevoir les dénonciations à la présidence. Sur le sujet, La Nation écrit que c'est un nouvel outil qui vient d'être créé contre la mauvaise gouvernance. À dimanche prochain pour d'autres informations économiques sur Wikeco. Je le disais, une fois n'est pas coutume sur ce plateau, on parle dans le décryptage de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Tout de suite, le décryptage. Et en plateau, ici, avec moi, Flavien Atchadé. Bonjour. Bonjour, Ilvaïs Balogun et bonjour aux amis téléspectateurs. À côté de Flavien, lui on ne le présente plus, très connu dans le monde sportif, Hugues Zissouzouma. Bonjour. Il faut toujours me présenter parce qu'il y a quelqu'un qui tombera chez moi et qui fera la découverte. Merci, je suis content d'être en votre compagnie. Alors Hugues, vous avez suivi cette CAN, hein, forcément on a suivi vos décryptages que vous aviez pris l'habitude de faire dans le journal de la CAN. Déjà, dites-nous un peu quelle est la lecture que vous faites après les phases de poule. On a senti que les équipes ne se sont pas bien préparées. Il y a eu des matchs compliqués parce que la préparation a été courte. Il y a la Covid-19, donc les équipes sont arrivées au Cameroun un peu fatiguées. Le jeu n'est pas très léché. Dans le même temps, on a quand même assisté à des rencontres très intéressantes, notamment la rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'équipe de l'Algérie, même si le but de Haller a été refusé. Les Ivoiriens ont largement dominé cette équipe algérienne qui était quand même sur 35 matchs sans défaite. C'est l'équipe la plus joueuse du continent, dans la fluidité, dans la proposition de jeu. Personne, avant le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations, ne pouvait imaginer que l'Algérie allait sortir par la petite porte, barrée par la concurrence sierra-léonaise et équato-guinéenne. Donc c'est un peu étonnant. L'Algérie est sortie de la compétition. Et l'autre grosse déception, c'est bien évidemment l'équipe du Ghana. Mais je ne suis pas très surpris parce que les clubs ghanéens ne se portent plus bien depuis quelques années en compétitions africaines. Et puis l'équipe a vieilli un tout petit peu. On a également remarqué les difficultés des Black Stars à se qualifier pour les barrages qui auront lieu à partir du mois de mars. Donc deux grands du continent qui sont aussi vite partis. Et les satisfactions, bien évidemment, ce sont les équipes des îles Comores. Première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est une qualification en huitième de finale avec un total de 3 points seulement, mais largement suffisant pour être en huitième de finale. Et puis la Guinée équatoriale qui reste sur sa bonne dynamique. 3 participations à une Coupe d'Afrique, 3 ou 4 participations à une Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours, les Équato-Guinéens arrivent à franchir le premier tour. La Gambie qui a sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, qui a réalisé l'exploit de ne pas perdre une seule rencontre en phase de poule, qui a réussi à enchaîner des matchs nuls et qui a également réussi à empocher 2 victoires dans cette Coupe d'Afrique des Nations, un total de 7 points, juste derrière le Mali. Le classement en première et en deuxième place s'est fait au niveau du goal average. Globalement, on est en train d'assister à une belle Coupe d'Afrique des Nations et puis un grand Nigeria, très très grand Nigeria, qu'on suit depuis le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations. 3 rencontres, 9 points, donc un 100% pour les Super Eagles du Nigeria avec un Simons des grands soirs, un Simons phénoménal. Vous me prêtez vraiment le mot. Alors Flavien, un peu comme Hugues le dit, est-ce que vous diriez que cette CAN a été, ou plutôt est la CAN des surprises?
Oui, je dirais oui, parce que quand vous voyez déjà le Ghana qui sort de la compétition pratiquement avec un point, l'Algérie aussi, l'équipe champion en titre, l'équipe champion en titre, c'est vraiment très très compliqué, et surtout avec la prestation des Comores et aussi de la Mauritanie, toutes ces équipes-là qui ont véritablement joué. L'Éthiopie aussi également qui s'est donné, donc je dirais que c'est une CAN des surprises, et surtout que l'Algérie, nous l'avons dit tout à l'heure, depuis pratiquement 30 ans, ça fait déjà depuis 1992, où l'équipe d'Algérie n'arrive véritablement plus à s'exprimer avec beaucoup de talent comme nous l'avons vu. Je crois que c'est une CAN des surprises. Et avec la prestation de cette équipe-là, franchement, je dirais que l'équipe de l'Algérie est venue dans cette compétition disant qu'elle est l'équipe championnatique, qu'elle pourra vaillamment défendre ses couleurs pour pouvoir peut-être encore remporter. Elle s'est vue déjà très très beau cette compétition, mais là je vois que c'est une CAN des surprises. L'équipe du Comore pratiquement qui n'était pas dans la liste de ceux-là qu'on peut dire équipe favorite, mais qui quand même arrive à s'en sortir. 3 points pour pouvoir continuer l'aventure, c'est déjà très très bien. Maintenant, vous savez, la surprise pour moi, je dirais l'équipe du Ghana qui ne s'est pratiquement pas préparée. Quand vous voyez les Ghanéens jouer, vous sentez que c'est une équipe qui est vieillissante. C'est vrai que la jeunesse des frères Ayou, tout cela ont vraiment a manqué, mais je dirais que c'est une équipe qui ne s'est pas véritablement préparée. En témoignent les 2 cartons rouges des joueurs ghanéens, André Ayou et Tété. Je crois que le Ghana ne s'est pas préparé pour cette compétition-là. Alors, au-delà de cette analyse, comment est-ce que vous expliquez le fait que de petites équipes arrivent à émerger ainsi dans une compétition où elle n'était pas du tout attendue? Non, écoutez, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Surtout que quand vous jouez peut-être l'Algérie, vous vous dites que l'Algérie, avec sa kyrielle ou ses kyrielles de stars, vont normalement vous bouffer, vous préparer en conséquence. Et je crois qu'aujourd'hui, presque toutes les équipes se valent sur le continent en témoignant les différentes prestations que nous avons vues face au Ghana. Vous avez vu ce que les Comores ont effectué. Personne ne pouvait miser sur cette équipe comorienne, mais la surprise, elle a été grande, et je crois que c'est comme ça. Les différentes équipes se sont préparées tant bien que mal, malgré la Covid-19 qui est là, malgré le voyage difficile que les différentes équipes ont effectué, et avec aussi les joueurs européens qui devraient normalement, est-ce qu'ils devaient venir en équipe nationale? Tous ces problèmes-là sont arrivés, et je crois qu'aujourd'hui c'est une très très belle CAN. On est en train d'assister à une très belle CAN. Je vais nuancer parce que quand les gens disent que l'Algérie ne s'est pas préparée ou l'Algérie était trop sûre d'elle. Non, je ne crois pas du tout. C'est sous-estimer en fait la Sierra Leone. C'est-à-dire que pour beaucoup, la Sierra Leone c'est une petite équipe, et on se rend bien compte que c'est une équipe difficile à jouer, c'est une équipe difficile à manœuvrer, et les Algériens ont été surpris. J'ai parlé également de la préparation algérienne, c'est-à-dire que l'Algérie a joué la Coupe arabe, donc elle a gagné la Coupe arabe avec la plupart de ses joueurs, donc c'est une équipe qui est arrivée au Cameroun fatiguée. C'est d'ailleurs la dernière équipe à arriver sur le sol camerounais. Si vous ajoutez à ces facteurs la non-préparation de l'Algérie, parce qu'elle avait programmé de jouer son match amical contre l'équipe de la Gambie le 1er janvier, c'est-à-dire le jour de la fête, malheureusement, il y avait plus de 10 joueurs qui avaient la Covid dans le groupe de la Gambie, donc elle n'a pas eu le temps de jouer ces rencontres. Il y a les facteurs qu'il ne faut pas oublier non plus, l'humidité, la chaleur, la qualité de la pelouse. Aujourd'hui, certains balais africains estimaient que l'arbitrage n'était pas du tout catholique. Donc c'est un Ghana qui n'est pas dans une grande forme qu'on retrouve. Et puis l'équipe du Comore, ne l'oubliez pas, les îles Comores ont éliminé le Togo pour être là. C'est une équipe qui a son entraîneur qui est à la tête de la sélection depuis plus de 5 ans. Donc il connaît son groupe, il connaît son effectif. En plus, il est l'entraîneur de Nouadhibou, où quelques joueurs évoluant dans l'équipe nationale du Comore jouent dans cette équipe de Nouadhibou. Et les Comores, en match de
préparation, c'est une équipe qui a de la fluidité, c'est une équipe qui a énormément progressé. Je ne crois pas que des équipes, je ne pense même pas que des joueurs vont arriver à une Coupe d'Afrique des Nations en se disant nous sommes trop forts, non. Ils arrivent pour gagner. Malheureusement, ça s'est mal passé. C'est un peu comme la football. C'est une compétition de football. Alors, ça arrive comme ça. Est-ce qu'avec le visage que prend aujourd'hui le football africain, le mythe des grandes équipes en drift est en train de tomber? Je dirais oui, je dirais non. C'est-à-dire qu'il faut plutôt voir que nous ne sommes plus dans les années 60, nous ne sommes plus dans les années 70. Aujourd'hui, toutes les équipes bénéficient presque du même matériel de travail. Toutes les équipes forment leurs joueurs, ou tous les pays mettent en place des centres de formation. Les entraîneurs ou les sélectionneurs vont dans les mêmes écoles, apprennent les mêmes choses aux apprentis footballeurs. Et avec le temps, l'écart en fait qui avait existé entre les grandes nations et les petites nations se resserre. Mais il y a des nations qui ont naturellement du potentiel, telles que le Nigeria. Vous voyez le nombre d'habitants qu'ils ont. Il y a du potentiel. Ils ont le plus grand centre de formation dans la sous-région, Pepsi Academy. Donc, c'est une académie qui est très grande. La Côte d'Ivoire a également un énorme potentiel. Et puis le Sénégal, qui a Diamba, qui a Génération Foot. Même si on est déçu par la prestation sénégalaise dans le contenu. Et là également, je ne suis pas surpris parce qu'il faut voir, en fait, il faut suivre tout le film. Le film de la prestation sénégalaise pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal a joué contre le Togo, contre le Congo-Brazzaville et contre une équipe, la Namibie. Et donc, on a vu quand même... C'est la Namibie. Je sais qu'ils ont joué contre le Congo, ils ont joué contre le Togo, ça c'est une certitude. La troisième équipe m'échappe. Mais le Sénégal a peiné face à des équipes qui ne sont pas redoutables, en fait, qui ne sont pas dans leur forme olympique. On sait que le Togo, dans notre sous-région, fait partie des meilleures nations. Mais ce n'est plus la grande équipe du Togo avec Emmanuel Thierry Adebayor. Et pourtant, le Sénégal a peiné à Lomé en faisant un match nul. L'animation sénégalaise sur les côtés est vraiment très faible. Le Sénégal, avec la qualité des joueurs dont il dispose, peut constituer 2 voire 3 équipes. Et on a remarqué qu'en l'absence de quelques joueurs cadres qui ont été testés positifs au test PCR de la Covid, le Sénégal a eu du mal à jouer face à l'équipe du Zimbabwe, nuit été le penalty de la 97e. Donc le Sénégal fait partie des déceptions de cette Coupe d'Afrique des Nations. Justement, les Lions de la Teranga qui se qualifient, on va dire, sans gloire carrément. Ils sont arrivés en 8e de finale sans vraiment créer la surprise alors qu'on les attendait. Ils sont quand même finalistes de la CAN dernière. Oui, finalistes de la CAN dernière. Et comme on l'a dit du côté de l'Algérie, je crois que c'est pratiquement la même chose du côté du Sénégal. Et vous savez, aujourd'hui, toutes ces nations sont attendues. Et jouer le Sénégal aujourd'hui contre Sadio Mané, vous voyez, les gars se disent, oui, il faut se préparer à fond pour pouvoir titiller ces grands joueurs-là. Et aujourd'hui, on a vu aussi que l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui autour de l'équipe du Sénégal n'est plus tellement l'atmosphère qui a prévalu lors de la CAN 2019. Et aujourd'hui, il y a tous ces paramètres-là qui ont joué. Il y a la Covid aussi qui a fait que beaucoup de meilleurs joueurs n'étaient pas sur le terrain. Voilà, qui ont joué. Et je crois que Ali aussi, c'est aussi... je me dirais que est-ce qu'il maîtrise aujourd'hui encore son vestiaire aujourd'hui? Parce que Sadio Mané, tous ces stars-là, toutes ces stars qui sont aujourd'hui dans le vestiaire sénégalais, est-ce qu'il arrive aujourd'hui à encore gérer tout ça? Il y a toute cette pression. Mais il a quand même de la poigne, Ali aussi. Moi, je ne partage pas son avis parce que, vous savez, les médias en général, lorsqu'une équipe ne marche plus, c'est qu'ils remettent en cause ce qui avait marché hier. Lorsqu'une équipe n'a plus les résultats, tout le monde parle du vestiaire, en fait. C'est-à-dire que le même vestiaire qui avait marché, où tout marche, tout le monde dit que non, tel joueur ne s'entend plus avec tel joueur. Non, c'est le foot. C'est-à-dire que il y a des hauts et des bas. Je veux rester sur plutôt le volet sportif parce que lui et moi ne sommes pas dans le vestiaire des Lions du Sénégal. Pareil pour les écureuils. C'est-à-dire que moi je suis proche des joueurs. Tu lis des choses mais tu es catastrophé parce que les mecs disent des choses qui n'existent pas. Et ils sont péremptoires en fait sur ce qu'ils n'ont pas vu ou c'est terrible en fait. Et ils augmentent en fait. Donc quelque part on
on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le vestiaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait un problème de vestiaire au niveau du Sénégal. Il y a un problème d'animation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas blessé avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Crépin Diatta complètement out. L'animation du Sénégal lors de la première, lors de la deuxième et la troisième rencontre sur les côtés était vraiment faible, catastrophique. Il n'y avait rien du tout. Et la question que je me pose, est-ce que Aliou Cissé, et là je le rejoins, est-ce que Aliou Cissé va réussir en fait à avoir une animation sur les côtés en l'absence de ces joueurs qui sont assez rapides, parce que Baldé, quand on le met dans le jeu, il n'arrive pas à imprimer un rythme, et l'équipe du Sénégal depuis le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations n'arrive pas à changer de rythme. On peut également noter quelque chose pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs qui ont été beaucoup utilisés dans les grands championnats européens, notamment en Champions League, en Première Ligue, ne sont pas étincelants dans cette Coupe d'Afrique des Nations. À l'image de Sadio Mané, à l'image de Mo Salah, le corps humain est éprouvé. Sadio Mané, c'est un but marqué. Mo Salah, c'est un but marqué. Ce sont des humains, ils ont enchaîné tellement de matchs. Donc, est-ce qu'ils vont retrouver... C'est le capitaine camerounais qui fait son show actuellement. Est-ce qu'ils vont retrouver... Mais quand vous les comparez, c'est qu'en Champions League ou sur le vieux continent, il est très loin d'eux. Alors, il y a quand même d'enchaînement de rencontres. Il y a que cette CAN aussi a permis quand même de révéler certaines performances individuelles, notamment de certains gardiens de but. Un certain Mohamed Camara de la Sierra Leone qui a été phénoménal face à l'Algérie, 8 arrêts sur, je crois, 7 en demi-mi-temps. Je pense que c'est pas évident. Hein? C'est énorme parce que, disons qu'il fait partie des joueurs qui ont éliminé le Bénin à Conakry. On ne voit que la faute de main de Khaled Adénan qui élimine le Bénin. Mais il a fait un arrêt en première mi-temps, me semble-t-il, sur une frappe soit de Marcelin Coupeau ou de Jodel Dessous, je ne me souviens plus trop. Et en deuxième mi-temps, il a fait également un arrêt sur une frappe de Soukou. Et à la fin de la rencontre, c'est-à-dire à la 93e ou à la 94e minute, c'est sa sortie en fait qui empêche Michael Poté de mettre le ballon au fond des filets. C'est un gardien de but qui a assez de talent et on a vu d'excellents gardiens de but pendant cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils ont été élus The Man of the Match, l'homme de la rencontre. Ça veut dire qu'il y a des gardiens de but qui ont de la qualité. Et ce ne sont pas des gardiens de but les plus connus parce que le plus connu aujourd'hui, c'est Mendy, le gardien de but des Lions du Sénégal, qui a été élu le meilleur gardien de but par la Fédération internationale de football association. Alors, votre regard sur les gardiens, il y a également le gardien zimbabwéen, je crois. Hein. Oui, le gardien zimbabwéen. En tout cas, vous savez, c'est une compétition qui, quand même, arrive à faire révéler des stars. Vous savez, quand vous évoluez pratiquement dans votre pays, dans un championnat qui n'est pas très, très visible, et que vous venez en équipe nationale, et vous avez la chance d'être parmi ceux-là qui doivent normalement défendre les couleurs nationales, c'est une fierté. Et je crois que ces gardiens de but-là sont en train de donner le tout pour le tout. Vous avez vu aussi, il y a le gardien comorien aussi, qui aussi a été impeccable dans ses buts, dans cette 7m32. Donc je dirais que c'est aujourd'hui une visibilité qui est donnée à ces joueurs-là de montrer un peu leur talent. Notez, pour ces premiers matchs de la CAN, il y a déjà la qualité des pelouses qui laisse à désirer. On a pu remarquer sur certains terrains le gazon qui n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Ça a obligé même certains joueurs à commettre des fautes. Ça dénote quand même que le Cameroun n'était pas tout à fait prêt quand même. Hein. Non, beaucoup parlent du stade de Japoma parce que c'est ce stade-là qui est pratiquement visible et tout le monde te dit Japoma n'est pas encore prêt, le terrain n'est pas praticable, tout cela. Mais je crois que sur la prestation, comment est-ce que le ballon doit rouler sur la pelouse, je crois qu'il y a quand même eu d'amélioration. Il n'y a pas eu de petites blessures des joueurs, tout cela. Certes, la pelouse, la qualité n'y est pas, mais quand même, ça a permis quand même aux joueurs de s'exprimer. Pas comme cela se doit. Il est temps comme beaucoup de nos confrères, et il est peut-être un panafricaniste. Vous savez, les Africains n'aiment pas la vérité. Vous savez, l'être humain, je vais dire, pas seulement les Africains, l'être humain n'aime pas la vérité. L'être humain est souvent choqué par la vérité. C'est-à-dire que je suis quand même étonné que les dirigeants africains préfèrent en fait le cosmétique
à ce qui est essentiel. Dans un stade, ce qui est essentiel, ce ne sont pas les salles VIP où les Flaviens seront en costume, bien habillés, élégants, pour aller prendre du champagne, pour aller prendre du vin ou enchaîner les bouteilles de bière. Mais le plus important dans un stade, c'est la pelouse. La pelouse reste la matière première. Il y a encore un an, certains confrères les plus courageux, parce qu'il y a certains qui ne parlent plus du tout, parce qu'ils ont peur qu'on leur tape dessus, qu'ils soient rappelés par leur rédaction ou que l'autre vienne d'en haut. Donc les plus courageux avaient critiqué le stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, qui avait une pelouse complètement exécrable. Le gouvernement béninois, à travers le président de la République et le ministre Omeki, ont compris les cris de cœur et les critiques de certains confrères. Et aujourd'hui, le Bénin a une pelouse hyper nickel, à l'image des pelouses que nous voyons en Champions League en Europe. Il n'y a rien à dire. Allez voir la pelouse du stade de l'Amitié, c'est nickel. On peut en être fier. Les pelouses au Cameroun sont exécrables. Je ne sais pas pourquoi les confrères font semblant. On va prier pour que la prochaine de faire plaisir aux Camerounais en disant, mais les joueurs se plaignent que la pelouse n'est pas de qualité. C'est la matière première. La matière première n'est pas de qualité. Si on a mis des studios hyper nickel, si le stade est en pangolin, si les Samuel Eto'o vont rester dans les salles VIP avec les Fally Ipupa, ça, on n'a rien à cirer. Ce qui nous intéresse, c'est la pelouse, c'est la matière première. Et quand une pelouse n'est pas de qualité, c'est qu'un joueur peut se blesser pour 6 mois, pour 1 an, alors qu'il quitte son club, qui est comme son employeur, du gardien de but, qui est son payeur, et il arrive pour 3 semaines de compétition. Donc, parce que personne ne s'est blessé, pour les Africains, rien n'est grave, tout est normal. Alors l'autre fois... Et les arguments qu'on évoque, on dit la chaleur, on s'en fout, on dit la pelouse, on s'en fout, les joueurs ne doivent pas se plaindre. Mais personne ne se plaint de ceux qui n'ont pas fait leur travail. Ceux qui doivent s'occuper de la pelouse n'ont pas fait leur travail. Donc il faut se plaindre de ceux-là, il faut dénoncer ceux-là, plutôt que de couper la tête à des joueurs. Les pelouses... Alors on a 30 secondes pour finir, on va finir sur la question de l'arbitrage. L'arbitrage a été décrié durant cette CAN, là également. Certains estiment que l'arbitrage africain a encore du chemin. C'est pas seulement en Afrique. C'est pas seulement en Afrique parce que 30 secondes, le meilleur arbitre français a été catastrophique. Il touche un joueur qui tombe. Je peux vous citer des exemples d'arbitres en Europe qui n'ont pas été bons pendant les rencontres de football. Par contre, c'est quand même décevant l'arbitrage de Sikazoé et qui a été déjà catastrophique en 2013. C'est vrai, il a sifflé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Il était également cité dans une affaire de corruption en 2018. Il siffle la fin d'une rencontre à la 85e minute, ensuite à la 89e minute. C'est quand même honteux de la part de cet arbitre zambien. Et puis l'arbitre qui a refusé le but, me semble-t-il, plutôt Bissau-Guinéen, qui a refusé le but Bissau-Guinéen face à l'équipe de l'Égypte. Non, pour moi, peindre tous les arbitres de cette compétition, les 64 personnes qui ont été désignées par la Confédération africaine de football, qui sont nuls, c'est être malhonnête. Il y a certains arbitres qui n'ont pas été à la hauteur, et parmi ces arbitres, on peut citer en tête le Zambien Sikazoé, et j'ai pas compris pourquoi la Confédération africaine de football non seulement il n'a pas été sanctionné, il a été rappelé pour être 4e arbitre, peut être plutôt arbitre dans le cadre. Alors Flavien, votre regard sur l'arbitrage africain? En tout cas, sur d'abord l'arbitrage au niveau de la compétition, je crois que le niveau reste un peu, mais vous savez, Hugues l'a rappelé tout à l'heure, Gianni Sikazoé, c'est quand même un ancien, un grand sur le continent africain. Voir ce qu'il a sifflé lors de cette rencontre-là, ça a été pour moi... je n'ai pas compris parce que je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment donné son chrono s'est arrêté ou bien il a laissé croire qu'il avait de l'avance, non? Ils ont parlé après de l'installation. Voilà. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends vous attendez ça. C'est-à-dire qu'il a été dérangé par le soleil, la chaleur, donc je n'ai pas compris. Encore qu'il y avait déjà, ils étaient 4. Il y avait les gars du VAR aussi qui sont en haut, donc je n'ai pas compris. Maintenant, je dirais simplement que lors de
cette compétition, il y a quand même des arbitres qui ont tenu quand même les différentes rencontres. Il y a d'autres qui n'ont pas tenu. Donc je crois que la Confédération africaine de football va faire ce qu'on appelle un bilan, parce que elle ne fera aucun bilan. C'est pas la première au moins l'une des réussites de cet arbitrage. Aujourd'hui au moins Hugues, par rapport aux arbitres, il y a quand même une commission de discipline qui statue souvent quand ils finissent. On verra bien comment est-ce que cette commission... Est-ce que vous permettez une minute avant de conclure? Je sais que vous êtes proche des arbitres et que vous êtes en train de les défendre. Je vous comprends. Non, je ne les défends pas. Je vous cite des exemples concrets. Le Togo, le Gabonais, il est de 1976. Il a 46 ans cette année. Il est parti tranquillement à la retraite après un arbitrage catastrophique où il élimine le Bénin à Kinshasa. Tout le monde l'a vu. Est-ce qu'il a été sanctionné? Non. Il a bien fêté en décembre pour sa retraite. Alors, merci, j'ai compris. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hugues, on va s'arrêter là. Cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il a été sanctionné? Non, il n'est pas sanctionné. Pas pour le moment, peut-être que ça viendra. Merci, cher confrère. Merci, cher confrère. Merci, cher confrère. Hugues, merci. Après, il était dans le cas régie pour faire la VAR. Il y a quelle sanction? Merci, cher confrère. Merci à vous. Hugues Zissouzouro, merci pour ce décryptage. Flavia Tchadé, merci également pour ce décryptage. Je disais, l'une des réussites de cet arbitrage, c'est également l'arbitrage féminin. On ne va pas l'oublier. On va s'arrêter là. La Rwandaise, exactement. On va installer tout de suite le dossier de la semaine. Comment contribuer efficacement au développement industriel au Bénin? Eh bien, est l'une des missions du secteur industriel, un secteur reconnu comme important, notamment dans la valeur ajoutée de l'économie. On va en parler avec notre invité, mais avant, on suit cet élément. Ils reçoivent ici des informations appropriées sur la zone industrielle Glodibézé, 1600 hectares à viabiliser afin de faire du Bénin un hub industriel dans la sous-région, voire en Afrique. Les acteurs économiques, les architectes, les employeurs, bref, toute la crème de décision est à ce rendez-vous d'information. La pièce et la CIPI se livrent à cet exercice. Place ensuite à la visite terrain pour apprécier l'évolution des travaux. Les explications sont données au fur et à mesure. Nous sommes à peu près sur les 400 hectares, nous sommes à peu près à 90% d'avancement des travaux, parce que les 400 hectares, c'est la première phase. Il y a 3 phases d'aménagement des 1640 hectares. Et donc notre ambition, c'est quand même de faire en sorte que, à un moment donné, les chefs d'entreprise de notre pays puissent trouver des opportunités de business, d'activité, d'industrie, de transformation dans cette zone qui est faite également pour eux. Ici, dans la zone industrielle de Glodibé, la GDIZ, nous sommes au cœur de l'industrie du Bénin. C'est dans cette zone que vont s'installer les industries de transformation de coton, les industries de transformation de noix de cajou, les industries de transformation de karité, d'ananas, etc. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'investisseurs qui ont déjà signé des contrats de réservation de parcelles pour installer leurs industries dans la zone, ont engagé la commande de leurs équipements et donc d'ici quelques semaines, ces investisseurs vont démarrer l'installation de leurs unités de production et de transformation. Alors, nous, avec l'Agence de promotion des investissements et des exportations, nous avons décidé de faire ce genre de manifestation pour pouvoir rapprocher les promoteurs d'entreprises, les acteurs du secteur bancaire et du secteur financier, les acteurs du secteur des assurances. Nous voulons nous rapprocher d'eux pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans la zone et pouvoir saisir ces différentes opportunités qui s'offrent à eux. Une expérience riche en enseignements au vu des acteurs invités. Puis, ils découvrent la maquette de ce joyau. Et voilà, c'était un élément sur les opportunités d'affaires de la zone industrielle Glodibézé. Et pour parler donc du secteur industriel, qui mieux qu'un consultant industriel, Arsène Fado. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. En plateau pour cet entretien, Rodrigue Babagüeto, habitué
Bonjour. Comme toujours, nous sommes encore là, mesdames, messieurs. C'est un plaisir d'être des vôtres. Alors, nous parlons aujourd'hui, vous l'avez deviné, Ulvaeus Balogun l'a dit également, nous parlons industrie, l'industrie qui constitue un levier de l'économie béninoise et un secteur clé de création de richesses et d'emplois. Il a connu des réformes avec le gouvernement actuel pour impulser un certain développement du Bénin. Vous êtes consultant, merci déjà d'être des nôtres. Dites-nous, le secteur industriel au Bénin, peut-on dire qu'il est au top de sa forme aujourd'hui? Écoutez, merci de m'avoir invité. Je vous remercie déjà de vous intéresser à ce sujet qui est un sujet éminemment important pour le développement du pays. Et pour revenir à votre question, le secteur industriel du Bénin, je dirais qu'il se réveille aujourd'hui. Je dirais qu'il se réveille. On vient de loin, mais on sent quand même que les ambitions sont énormes. Et ça, c'est déjà un motif d'espoir pour le secteur. Donc, je pense que nous pourrons développer ça à partir de vos préoccupations dans les minutes et les heures qui suivent. Déjà dites-nous, le secteur industriel au Bénin, à quel pourcentage est-ce qu'il contribue au PIB national? Le secteur de la transformation, aujourd'hui, on estime sa contribution au PIB entre 10 et 15%. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas faible, dira-t-on, mais qui est très faible, oui. Parce que il faut remarquer que le secteur industriel est celui qui crée la valeur. C'est lui qui crée de la valeur. Et sans cette création de valeur, on impose aux gouvernants d'essayer de ponctionner, d'augmenter des tasses, de rechercher. C'est parce que ce secteur productif ne joue pas à sa partition. Sachez que dans les pays qui se veulent émergents, qui sont les pays qui cherchent vraiment à atteindre des niveaux de développement assez intéressants, ce sont des pays qui visent au-delà des 30-40% du secteur manufacturier dans le PIB. Alors, au vu de cette peinture que vous faites du secteur industriel béninois, dites-nous combien d'industries est-ce qu'on a concrètement? Est-ce que réellement on a d'industries au Bénin? Oui, nous avons des industries. Je pense que ce qui nous manque au Bénin aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment intégré le modèle industriel dans nos habitudes, dans nos façons de former les jeunes, de former les entrepreneurs. Les entrepreneurs manquent totalement de modèle industriel dans leur voilà. Vous faites allusion à quoi? La conception même de l'économie basée sur l'industrie est très faiblement répandue. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous voyez des industries, ce que nous pouvons appeler industrie au Bénin, en général, que ce soit le top management ou la direction, le conseil d'administration, sont totalement étrangères, sont tenus par des étrangers. Et ça, c'est dû au fait que dans l'esprit entrepreneurial chez nous, on est encore resté à l'achat-vente, aller acheter et vendre, faire du gain rapide. Et ça, tant que nous n'allons pas dans la formation des jeunes cadres, des ingénieurs, dans les formations continues en entrepreneuriat à travers les structures comme l'ADEJ, l'ANPME et j'en passe, tant que nous n'allons pas commencer par former sur sur le modèle qui est un modèle de chaîne de valeur, c'est-à-dire un modèle de création de richesse, de gains lents, progressif mais soutenu sur la durée. Tant qu'on ne va pas commencer par former suffisamment sur ces principes-là, nous allons avoir
des cadres formés qui vont qui seront prêts à être employés. Dans leur tête, ils doivent être employés. Et nous aurons des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui chercheront à gagner demain, à gagner tout de suite. Voilà. Et quand on veut gagner tout de suite, première chose, soit on va vers l'achat-vente. Deuxième chose, lorsqu'on décide d'aller vers la transformation, on fait de la petite transformation. Ce que nous appelons dans notre jargon, on est obligé de produire des objets à faible valeur technologique. Alors, j'allais dire, on sait que la mise en place d'une industrialisation passe par de gros moyens. Et très souvent, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs n'ont pas forcément ces gros moyens, ce qui peut expliquer qu'ils préfèrent faire du gain tout de suite, maintenant, que d'investir sur la durée. Oui, vous savez, depuis le Maroc, quand je regardais un peu le secteur entrepreneurial chez nous, j'ai senti ce que vous dites comme un problème. Mais au fond, ce n'est pas ça le problème, en fait. En fait, un entrepreneur qui dit qu'il n'a pas de moyens, déjà, ça veut dire qu'il ne connaît pas le modèle, c'est-à-dire il ne connaît pas le modèle, il ne sait pas dans quel modèle économique il est, il ne sait même pas dans quel modèle économique il est. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché parce que, vous savez, l'industrie, c'est quoi? L'industrie, c'est-à-dire de façon, comment on dit, basique, terre à terre. L'industrie, c'est quoi? C'est trois choses. Comment j'apporte la matière première, comment je la transforme, comment je distribue. Après, je laisse les experts commerciaux, les experts en développement marketing faire le reste. Comment je la distribue, comment je fais venir la matière première, comment je transforme. Le problème, c'est que sur ces trois maillons, si vous n'êtes pas bon sur un maillon, vous ne pouvez pas faire l'industrie. Lorsque vous dites que vous avez besoin de moyens, pour transformer, pour transformer de la matière première, je vous assure que faites l'expérience, prenez 5 personnes qui vous disent qu'ils ont besoin de moyens pour transformer une matière première. Si Dieu peut vous donner les moyens de leur donner, ils vont les dilapider. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez. Les structures comme l'ADEJ, puisque je suis aujourd'hui consultant, je travaille en partenariat avec ces structures-là comme l'ADEJ aujourd'hui. C'est leur quotidien. L'ADEJ étant l'agence de développement. L'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour le compte de cette agence, on a commandité, c'est-à-dire une évaluation technique par mon cabinet de 25 entreprises qui avaient déjà leur business plan, qui demandaient à être financées. J'ai lancé l'évaluation avec mes collaborateurs. Conclusion, sur 25, il n'y avait que 2 qu'on pouvait donner accompagner un peu avant de parler de business plan. 23 ne savaient pas du tout ce qu'ils font comme activité. Ils ne la maîtrisent pas. C'est-à-dire que les gens n'ont aucune maîtrise opérationnelle de ce qu'ils veulent faire, mais pensent qu'il leur manque les moyens, il leur manque l'argent. En ce moment-là, la responsabilité ou la faute est à qui? J'ai envie d'entreprendre, mais je n'ai pas forcément. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été formé? Déjà, je vous remercie. C'est qu'il y a 2 choses, il y a une grosse confusion qui doit être bien clarifiée. Vous avez le droit d'entreprendre. Bien sûr. Vous avez le droit d'entreprendre dans le secteur agroalimentaire. Mais ça ne fait pas de vous un agronome ou un... Voilà, donc faisons la part des choses entre le promoteur et le dirigeant. Les gens sont promoteurs d'une affaire, d'un business, parce qu'ils ont une idée. C'est une belle chose. Mais pour de là, devenir dirigeant de l'affaire, c'est une autre chose. Sans en maîtriser les contours. C'est une autre chose. Et ça, c'est le premier goulot d'étranglement. C'est le premier gros problème. Nous avons beaucoup de promoteurs qui se prennent pour des dirigeants d'entreprise. Promoteur veut dire que j'aime une idée et je la fais développer. Pour la faire développer, il me faut des experts. Bien sûr. Il me faut des gens qui connaissent dans le secteur que je veux, dans lequel je vais entreprendre. Je vais investir, merci. Donc, c'est déjà le premier gros problème. Il y a une démarcation qui n'est pas faite. Les gens mélangent les rôles. Et du coup,
c'est normal que je dis, celui qui mélange les rôles, c'est normal qu'il dise qu'il n'a pas de moyens. Voilà. Alors, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il est en train de dire. Nous l'avons suivi tout à l'heure dans l'élément témoin. La zone de Glodjibé, la zone économique de Glodjibé, ça doit normalement être une satisfaction pour vous, non? Oui, dans une certaine mesure, oui. Pourquoi dans une certaine mesure? Dans une certaine mesure parce que c'est une très grande ambition, c'est une très belle ambition et ça montre ça montre jusqu'où nous voulons aller. Mais je pense aussi qu'il faut penser aussi un peu soft aussi, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui ont une marge, une capacité financière très faible, mais qui entreprennent dans les secteurs que moi j'appelle les secteurs support de l'industrie. Exemple de secteur support de l'industrie. Le transport. Okay. Vous avez le transport, vous avez la restauration, vous avez l'entretien des bâtiments, l'entretien des locaux. Il faut montrer comment vous intégrer tous ces opérateurs qui existaient dans un tel projet. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est un écosystème. Il faut pouvoir montrer que tout le monde va se greffer. Une industrie qui s'installe va utiliser, je donne un exemple, 200 personnes qui ont un seul camion. Une industrie qui s'installe, qui a besoin que 200 camions lui ramènent la matière première tous les jours. Mais pourtant, on nous a dit que cette zone va être pourvoyeuse d'emploi. Oui, déjà il faut. Moi j'aime bien le mot emploi dans le sens dans lequel il est souvent utilisé. Mais lorsque moi je fais mon activité, que mon activité fait que je viens acheter de l'essence ou de l'eau ou je sais pas moi quoi chez vous, est-ce que je vous donne de l'emploi ou pas? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Alors, ce que moi je dis, c'est que il ne faut pas être en train de regarder uniquement le fait que des industries viennent s'installer et recrutent du personnel pour venir faire non. Il faut regarder aussi l'aspect indirect qui est très important, c'est-à-dire que comment est-ce que cet écosystème qui est gigantesque va phagocyter les petits opérateurs économiques qui font des choses pour l'industrie. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça, c'est cet aspect qui ne ressort pas suffisamment. Et l'autre chose aussi, je pense qu'on peut reproduire ce modèle-là à très petite échelle dans les départements. C'est-à-dire quoi? Des zones économiques? Des petites zones, pas forcément économiques, mais des petites zones franches ou de petites zones spéciales, comme vous voulez. Par commune, par exemple? Par commune ou par... Quel va être l'avantage? L'avantage de ça, c'est que, premièrement, une zone économique, le tout premier aspect qui est très important, c'est la sécurisation des terres, du foncier. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui veulent entreprendre, qui veulent construire des usines, mais qui ont du mal à avoir des terres sécurisées. Parce qu'on ne construit pas une usine, vous convenez avec moi, sur une terre qui n'est pas sécurisée. Or, vous connaissez le problème du foncier. Donc, une zone comme la zone économique règle ce problème. Deuxièmement, la zone économique est une zone viabilisée. On apporte de l'eau, on apporte de l'énergie, on trace les voies. Voilà. Quand vous allez vous installer là où vous voulez, vous n'avez pas tout ça. Bien sûr. Troisième chose, la zone économique donne des avantages fiscaux. Que ce soit en importation de matières premières et d'équipements, que ce soit en exportation de son produit. Vous n'aurez pas ça si vous allez vous installer. Donc, rien que ce package-là, il faut le penser à petite échelle, à échelle locale, et le faire. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons tenté de faire ça à peu près, en créant ce qu'on a appelé les coopératives agricoles, des choses comme ça. On s'en est pas sorti. Mais alors, est-ce que justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire alors pour un tant soit peu relever le secteur industriel au Bénin? Déjà, pour moi, vous avez soulevé un problème très important. Je ne dirais pas que ce problème, je ne l'appelle pas manque de moyens, mais moi je parle de capitalisation, c'est-à-dire l'investissement dans le secteur productif.
L'investissement dans le secteur productif est un problème majeur dans le monde. Mais c'est parce que dans le monde, les pays développés ont compris une chose qui est très importante. C'est-à-dire, en matière d'industrie, on a l'investissement en termes d'équipement, d'actifs, et on a la liquidité qu'il faut pour tourner ça, pour faire acheter vite la matière première, produire et sortir le produit fini. Ce que les financiers appellent tout court le BFR, le fonds de roulement. Okay. Mais la partie la plus compliquée, c'est les actifs, les équipements. C'est ça. Cette partie, dans le monde aujourd'hui, n'est pas financée par les secteurs bancaires classiques que nous avons. Le secteur bancaire classique ne peut pas. Il ne peut pas financer ça, parce que c'est lourd. Donc il faut un fonds spécial. Il faut des fonds spécialisés. Okay. Dans le monde, on les appelle des fonds. Vous avez ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Il faut qu'on en ait au Bénin. Il faut que nous ayons des fonds d'investissement. Des fonds spécialisés, comme vous avez aujourd'hui le FNDA, le Fonds national pour le développement agricole. Il faut des fonds spécialisés dans tous les domaines. Ces fonds spécialisés vont cautionner des prêts, vont faire des prêts à taux très faibles, et aussi vont elles-mêmes vont améliorer leur expertise dans le financement. Parce qu'une banque classique, il y a 1 million de secteurs. Il ne peut pas être spécialisé dans un secteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Voilà. Là, une banque, vous prenez une banque quelconque, vous lui dites de venir, vous voulez fabriquer du vin à base d'ananas, et vous lui dites de venir financer. Il commence par se poser des questions. Depuis quand on fabrique du vin à partir de l'ananas? Est-ce que c'est rentable cette affaire? C'est quoi? C'est normal. C'est normal. Le problème, c'est que ça, c'est un seul produit par hasard. Mais il y en a des millions. Comment il va s'en sortir? Non. Mais il faut des fonds spécialisés. Les gens viennent, ils mettent ensemble, ça peut être même vous et moi, nous cotisons, mais on crée le fonds. Mais c'est un fonds qui est spécialisé pour aider l'audiovisuel. Donc du coup, dans le fond, il y a un expert de l'audiovisuel. Les gens amènent des dossiers pour investir dans le domaine de l'audiovisuel. On peut l'analyser, on peut leur dire que ce que vous avez écrit ici, ça ne vaut pas la peine. Vous comprenez? Bien sûr. Voilà, c'est la spécialisation. Donc, en gros, j'allais conclure. En gros, je retiens 2 axes essentiels, c'est-à-dire il faut un fonds d'investissement, donc le financement. Et après, il faut la formation axée sur les technologies. Sur les modèles technologiques. Voilà, il faut ça. Et ça, c'est 2 choses sur lesquelles j'attends que le gouvernement actuel, comme je sais qu'ils sont très attentifs à tout, qu'ils ouvrent ces chantiers-là. Eh bien, on va espérer qu'ils puissent réellement le faire en suivant cette émission. Pourquoi pas, n'est-ce pas, Évariste? Pourquoi pas, oui. C'est notre devoir d'inspirer peut-être et d'éclairer également. Merci à vous, monsieur Arsène Fado. Je rappelle que vous êtes consultant industriel. Vous étiez sur ce plateau pour aborder la question de l'industrialisation au Bénin. C'est donc tout pour Week-Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de votre émission Week-Echo et bien évidemment de la chaîne Bénin Business V4. Portez-vous bien et à dimanche prochain.